Vous avez dû entendre parler ces dernières années de pas mal d'attaques informatiques, de cyberattaques, et il y en a un type dont on entend souvent parler ces 5, 6 dernières années qui a fait beaucoup de bruit, c'est tout ce qui est ransomware. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, globalement, ransomware, déjà, ça veut dire quoi? C'est un mot qui est une contraction de deux autres mots. Donc ransom pour rançon en français, et ware, c'est de software, donc de logiciel, si on traduit. Donc si on traduit en français, on appelle ça souvent rançongiciel, ce qui est un terme qui sonne un peu mauvais, donc je continuerai d'utiliser le mot ransomware. Globalement, comment ça se passe? Bah, en fait, un jour, vous vous connectez à votre ordinateur et on vous dit, non, non, ça marche pas comme ça. Vous allez devoir payer une rançon pour pouvoir utiliser votre ordinateur, pour pouvoir décrypter en fait ce qu'ils ont chiffré déjà de base directement. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe que ça, hein. Ça, c'est un peu l'ancienne méthode qui arrive moins régulièrement. Mais dans l'idée, maintenant, vous êtes redirigé, si vous voulez, vers un chat, un genre de support technique des criminels qui, en gros, bah, vous expliquent combien vous allez devoir payer, comment faire, si vous avez des questions, et puis ils peuvent même vous expliquer d'ailleurs bah, comment ils sont rentrés dans votre système, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et là, par exemple, ce que vous voyez à votre écran, c'est un vrai échange, un réel échange qui a eu lieu entre une victime de Conti, donc Conti c'est un groupe de ransomware, et en gros il demande à la victime de payer 69 bitcoins, sinon il publie toutes les données, et bien entendu, ils ne décrypteront pas l'ordinateur. Donc en gros, les ordinateurs impactés ou les serveurs impactés resteront inutilisables. Et puis bah, le reste des données serait vendu sur le marché noir. Et en fait, globalement, tout le long de l'échange, qui est résumé ici et tout n'est pas montré, mais en fait, il y a des allers-retours sur des questions techniques de comment on fait, etc. Comme quelle adresse on utilise pour envoyer les bitcoins et autres. Et c'est une somme assez importante, hein, si vous vous rendez pas compte, 69 bitcoins, même sur les plus bas, on va dire, qu'on a eu ces dernières années, à part en gros 20 000 dollars, bah, ça fait déjà plus d'1 300 000 dollars globalement. Donc on parle d'une rançon gigantesque. Et c'est pour ça que Conti, je vous disais que c'était un groupe, et en fait aujourd'hui il en existe beaucoup plus. Alors certains d'entre eux ont rencontré des difficultés, mais il y a certains noms qui ressortent souvent, comme Logbit, bon, bah, Conti, dont on parlait à l'instant, RE Evil qui n'existe plus trop, Risidia qui est toujours actif, etc. Et il y en a énormément. Ça, c'est juste un petit extrait de ce genre de groupe de criminels. Bien entendu, heureusement, la police intervient encore récemment. Et, le groupe Logbit a été fortement impacté. Alors il y a eu quelques arrestations, malheureusement beaucoup sont dans des pays où il n'y a pas d'extradition, en tout cas actuellement, comme la Russie entre autres, pour ne pas les citer. Et bon, au moins ils ont eu des coups durs. Ça a permis de trouver des clés de déchiffrement qui ont pu être données à des victimes et comme ça récupérer bah, certaines de leurs informations et autres. Et puis mettre un coup dur à à ces criminels-là qui, en fait, bah, du coup, dans leur relation avec les autres criminels, ça pousse à plein de problèmes et à un genre d'effet domino plutôt négatif pour les cybercriminels. En soi, les ransomware, c'est seulement un type de malware. Parce que les malwares, en fait, c'est plein d'autres choses. Il y en a plein d'autres types qui font plein d'autres choses, entre guillemets. Et les ransomware qui sont déjà énormes et qui posent déjà beaucoup de problèmes, en fait, ça fait partie d'une famille qui est le malware. Et le malware, hein, c'est pareil, c'est la composition de deux mots, malicious software, logiciel malveillant en français. Et ça, bah, c'est un vrai problème dans le domaine de la sécurité informatique. Alors, on s'est posé la question de comment on se protégeait. Et c'est un peu toute la thématique de cette vidéo. C'était pas de vous faire un gros exposé sur les ransomware ou les malwares, mais c'était juste une histoire de vous mettre à niveau au cas où, si vous arrivez là comme ça, que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez juste de nom sans plus. Mais l'idée, c'est de se dire maintenant, bah, comment en fait on se défend de tout ça. Alors il y a la défense classique, un peu à la manière d'un château, où on met en fait des remparts, et ça c'est la sécurité informatique que vous connaissez tous plus ou moins, avec les mots de passe, avec les VPN, avec les antivirus, avec les firewalls, etc. Mais forcément, on s'est très vite rendu compte que même si bien entendu on continue de faire ça, ça ne suffit pas parce que il y a toujours un moyen de passer quelque part. Il y a toujours une porte qui est plus ou moins fermée, qui en fait, enfin, qui devait être fermée mais qui n'est pas fermée. Il y a une fenêtre ouverte. Forcément, à partir du moment où vous pouvez rentrer quelque part, bah, ou sortir de quelque part, ça veut dire qu'il y a une voie, il y a un accès.
Et c'est quelque chose de très compliqué dans le monde informatique parce que, en réalité, c'est quelque chose qui bouge énormément. Si vous rajoutez des sites, si vous rajoutez des serveurs, si vous mettez pas à jour très rapidement certaines choses, et on peut citer un exemple même hein, assez concret. France Travail, en début 2024, annonce avoir été hacké. Et en fait, en réalité, c'est arrivé au moment où ils étaient en train de mettre à jour leur système de sécurité pour mettre la double authentification. Donc c'est un peu ballot d'ailleurs parce que ça arrivait au moment où ils essayaient d'augmenter leur sécurité informatique particulièrement. Mais bon, c'est comme ça, ça bouge beaucoup. Et alors, comment on peut avancer là-dessus sur les malwares? Comment on peut lutter contre les malwares? En fait, c'est très simple, on va les analyser parce que si on connaît bien son adversaire, on est plus à même de le battre. Il y a deux types d'analyse, la statique et la dynamique. Donc le statique, on n'y touche pas trop au logiciel, on y a accès, on a réussi à acquérir d'une manière ou d'une autre un malware, et on va essayer de l'analyser, mais sans l'exécuter, surtout pas parce qu'on a peur. Et l'analyse dynamique, bah là, pour le coup, c'est un peu explicite dans son nom, on va lancer le malware pour voir comment ça marche. Donc c'est ça, c'est un petit peu plus rock'n'roll et c'est aussi un petit peu plus dangereux. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à faire attention en tout cas, parce que vraiment, ça peut très vite mal tourner pour vous. Globalement, si on commence un peu à regarder ces analyses-là, en fait, on va commencer à rentrer un petit peu dans une logique d'un jeu entre le chat et la souris donc entre les défenseurs et les attaquants, donc les hackers hein, concrètement, ceux qui développent ces malwares-là, parce qu'au fur et à mesure que l'un avance, l'autre aussi va du coup essayer de parer à cette avance-là. Je commence très simplement. En fait, peut-être que quelque chose d'ailleurs que vous connaissez qui est assez, qui est vieux comme le monde honnêtement, c'est de trouver l'empreinte d'un logiciel. À partir du moment où vous avez l'empreinte d'un logiciel, bah, si vous avez un genre de dictionnaire avec toutes les empreintes des logiciels qui sont des malwares, hein, donc des logiciels malveillants, et ben, à partir de là, à chaque fois que vous installez un logiciel sur votre ordinateur, bah, votre ordinateur, grâce à un antivirus, il peut aller vérifier s'il connaît ce logiciel, si justement il n'a pas dans sa base de données des logiciels qu'il faut surtout pas télécharger ou installer, bah, celui-ci. Alors comment ça marche concrètement? En fait, on fait passer le logiciel par un outil de hashing qui va lui donner une empreinte unique à ce fichier-là, à ce logiciel-là. Et du coup, bah, c'est ça qu'on va pouvoir comparer. Bien entendu, ça exige quand même une chose, c'est qu'on connaisse déjà à l'avance, bah, en fait, les empreintes des logiciels malveillants. Alors, comme certaines entreprises ou individuel, bah, personne passe par là, par des problèmes avec des malwares, bah, au bout d'un moment, on commence à les connaître. Et ça va vous donner quelque chose comme ça, une genre de séquence de chiffres qui, encore une fois, est unique par logiciel et, ou par fichier hein, d'ailleurs hein, aussi. Et du coup, bah, on va pouvoir la comparer avec notre base de données. Et c'est principalement ce que fait beaucoup, en tout cas, d'antivirus. Alors aujourd'hui, c'est avancé, mais les antivirus, à la base, ça faisait énormément ça. Bien entendu, les hackers, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais attends, si c'est une signature unique par logiciel, ça veut dire que si je fais une petite modification dans mon logiciel de base, bah en fait, du coup, j'aurai une nouvelle signature, nouvelle empreinte qu'ils ne connaissent pas à l'avance. Et vous voyez, on commence à rentrer dans cette logique un petit peu de dire, ok, en fait, il y a des gens qui essayent de m'attraper, et ben moi, je vais essayer de m'échapper. Et c'est le jeu du chat et de la souris dont je vous parlais. Ça commence un peu comme ça. Alors du coup, bah, pas de souci, les défenseurs, ils ont compris que maintenant, ça allait plus trop marcher ce genre de choses, ou moins souvent en tout cas, ça continue de fonctionner, hein, je vous rassure, mais il faut aller plus loin maintenant. Et ben ok, pas de problème. À partir de là, en fait, on va analyser maintenant le fichier, toujours donc dans l'analyse statique, c'est-à-dire on ne l'exécute pas, on l'a juste sur notre ordinateur pour l'étudier, mais surtout sans le lancer, hein, parce qu'on a peur que ça fasse exploser notre ordinateur, entre guillemets. Et du coup, bah, on va aller regarder par exemple les chaînes de caractères qui sont à l'intérieur du logiciel. Les chaînes de caractères, donc ce qu'on appelle des strings aussi en programmation et en anglais, et ben, parfois il y a des informations super importantes dedans. Souvent les malwares, ils sont en communication avec des serveurs, les serveurs des hackers si vous voulez, des personnes malveillantes. Et du coup, bah, si on a les adresses IP qui sont à l'intérieur, bah, forcément on va vite comprendre que ça c'est une adresse IP d'un serveur russe qu'on connaît bien ou qu'on ne connaît pas, mais en tout cas d'un serveur russe. Pourquoi ce logiciel-là
il irait communiquer là-bas, on ne sait pas. Donc ça va nous permettre de trouver des choses. Alors, encore une fois, les hackers, ils sont malins. Ils se sont dit, ah d'accord, et ben du coup, je vais alors complexifier la chose et je vais masquer ces informations-là. Je vais faire ce qu'on appelle de l'obfuscation. Et du coup, bah, maintenant, on verra plus les informations directement aussi facilement. Donc encore une fois, le chat il a avancé, la souris, du coup, c'est encore mieux caché maintenant. Du coup, pas de problème, les défenseurs ils vont aller encore plus loin, ils vont faire ce qu'on appelle du reverse engineering avec un outil comme Ghidra par exemple, entre autres, hein. Il y en a d'autres comme IDA Pro et j'en passe, mais on a parlé récemment dans une vidéo de Ghidra, donc je vous encourage à aller la voir. C'est un outil qui a été développé par la NSA, l'agence des espions américains. Et du coup, bah, on va voir maintenant comment fonctionne le logiciel, essayer de trouver plus ou moins le code, de voir son comportement, et on va voir bah, quel fichier il modifie, quel fichier il additionne, enfin il ajoute, pardon, directement dans votre ordinateur. Et on va pouvoir bah, corriger un petit peu les choses. Et maintenant, on va pouvoir voir le comportement du malware pour pouvoir mieux se défendre. Et dès qu'il y a ces comportements-là, bah, notre système de sécurité, il va pouvoir nous mettre des alertes, nous dire où c'est passé et du coup détecter la chose. Alors encore une fois, bah, les hackers, ils vont refaire de l'obfuscation sur leur code pour rendre ça vraiment très compliqué à lire et de faire en sorte que ça soit même impossible. Et du coup, bah, on est parti sur de l'analyse dynamique. Alors ça, c'est de l'analyse rock'n'roll, hein. Mais en gros, on s'est dit, bah ok, maintenant que ça devient de plus en plus compliqué, on va voir en direct live qu'est-ce qui va se passer. Je vais lancer le malware et je vais voir sur l'ordinateur comment ça se passe. Et on s'est dit, attendez, si je lance un malware sur mon ordinateur, l'ordinateur il est mort, je ne peux plus l'utiliser. Ça serait un peu bête. Donc du coup, comment on fait? Bah, en fait, on le lance dans une machine virtuelle, ce qu'on appelle aussi VM, hein, Virtual Machine. C'est un peu le raccourci qu'on utilise, que vous allez souvent entendre si vous vous intéressez un peu à la sécurité informatique. Et du coup, bah, on va lancer ça dans une machine virtuelle. Donc imaginez en gros, je vais lancer ça dans un ordinateur qui est lui-même dans un ordinateur. Comme ça, celui-ci, bah, je peux le changer sans problème. Et s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui se passe mal, je l'éteins entre guillemets, sans éteindre mon propre ordinateur à moi. Donc ça nous permet de lancer en toute sécurité, bien entendu avec des gros guillemets, on ne sait jamais, c'est toujours plus ou moins compliqué. Encore une fois, bah, là, si vous voulez, c'est un peu rock'n'roll dans le sens où on lance le logiciel, c'est un peu l'explosion du logiciel, donc il faut faire attention. Comment ça marche? En fait, concrètement, on va essayer de prendre une photo avec des outils comme par exemple Rekshot. On va essayer de prendre une photo de comment est l'ordinateur concrètement avant le lancement du malware. Et on lance le malware, on attend un peu, et on lance ensuite une deuxième photo, et on compare. Et on voit les comportements qu'a eu le malware. Donc quel fichier il a créé, quel fichier il a modifié, qu'est-ce qu'il a supprimé, etc., etc. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir le comportement du malware, et du coup, encore une fois, ça va nous permettre de nous protéger toujours un petit peu mieux à ce niveau-là. Alors encore une fois, les hackers qui ne ressemblent pas trop à ça d'ailleurs, qui ressemblent beaucoup plus à ça, mais ils sont malins. Ils se sont dit, bah en fait, attends, je vais trouver une solution. À partir du moment où j'ai pas de connexion Internet parce que je suis dans un ordinateur, et ben je vais faire en sorte que le malware, il se lance même pas. Du coup, encore une fois, bah, si la souris bouge, le chat bouge aussi. Donc les défenseurs, ils se disent, ah, mais pas de problème. À ce moment-là, je vais faire un faux réseau informatique, un faux réseau comme si j'étais connecté à Internet. Comme ça, le malware, il va commencer à croire que je suis dans un réseau, que tout se passe bien, qu'il n'est pas dans un environnement surveillé, qu'il ne tombe pas dans un piège. Et comme ça, bah, je vais pouvoir simuler tout ça. Et encore une fois, de nouveau, vous comprenez, je pense maintenant la souris, elle va encore bouger et ça va devenir de plus en plus compliqué, et ainsi de suite. Et du coup, on va essayer d'analyser tout ça. Mais alors, bien sûr, toutes ces étapes-là dont je vous parle, vous pouvez les réaliser chez vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez installer une VM, donc une machine virtuelle comme Flare VM qui est développée par Mandiant. Vous pouvez aller sur VX Underground, télécharger bah, en fait des malwares concrètement et essayer de les lancer. Vous pouvez aussi faire ça avec Inirun. Alors attention, Inirun, il y a une version payante, il y a une version gratuite. Bien sûr, je vous encourage à la plus grande prudence, mais si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par la sécurité informatique et entre autres par les malwares, bah, c'est un peu le minimum à faire. Et honnêtement, vous pouvez le faire gratuitement chez vous avec les bons outils. Il faut juste bien se renseigner pour bien faire attention parce que effectivement, si vous manipulez mal, j'ai envie de dire, un malware, ça peut très vite partir en cacahuète, comme on dit. Donc attention, attention. Mais tout ça pour dire que
voilà, en fait, c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'était de vous présenter l'analyse, mais c'est aussi de vous dire que, que ça va évoluer, que c'est un domaine qui ne s'arrête jamais, hein, un peu à la manière de Tom et Jerry, le chat qui chasse la souris, qui dure depuis je ne sais combien d'années, presque peut-être 100 ans, ça doit exister, Tom et Jerry. Et ben, un peu pareil pour les malwares, ça va continuer d'évoluer, il va continuer d'avoir des contre-mesures, de contre-mesures, de contre-mesures. Donc c'est un milieu super intéressant et c'est surtout un milieu dont on n'entend pas souvent parler. En tout cas, peut-être vous, si vous vous intéressez moyennement à la sécurité informatique sans plus, vous n'en avez jamais entendu parler avant ça. Mais en fait, c'est tout un pan de la défense en informatique qui n'est pas la chose un peu classique dont vous avez sûrement entendu parler, comme analyste SOC ou administrateur réseau, qui s'occupe de la sécurité un peu des murs du château qu'on a pu voir un peu plus tôt en image. Mais en fait, il y a tout un autre domaine hein, qui est le Cyber Threat Intelligence. Et là, on va chercher à analyser toutes les menaces. Alors ça ce n'est pas uniquement les malwares, hein, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Mais ça a permis, en fait, le développement des malwares, ça a permis aussi le développement de tout un pan, tout un business, si vous voulez, de la sécurité informatique qui est super intéressante, mais dont on parle pas très souvent, en tout cas, dans la presse ou ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué d'accès, quoi. Mais ça a développé plein d'entreprises, comme Mendiant qui avait été racheté par Google, entre autres, Anyrun dont j'ai parlé, qui est très utilisé et qui a aussi un service payant, hein, c'est pour ça que je vous mettais un petit avertissement là-dessus, mais aussi des logiciels, des, des services comme Malcore qui vont chercher à analyser des fichiers pour s'assurer de la sécurité de celui-ci ou pour voir un peu plus en détail qu'est-ce que ce malware fait. Mais même autre chose, maintenant, il y a même des business pour apprendre à faire du malware development. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si on est capable de développer un malware, on est capable aussi, bah, tout simplement, de mieux se défendre. Donc, du coup, l'idée ici, c'est d'apprendre pour mieux se défendre, de connaître son ennemi en devenant un peu son ennemi, comme pourrait dire Batman. Donc, tout ça pour dire qu'il y a tout un pan de la cybersécurité qui est dans la défense, mais qui recherche vraiment à analyser la menace et qui est super intéressant. Et si vous êtes un peu un cyber-enthousiaste, si je puis dire, ce terme horrible, eh ben, je vous invite vraiment à faire des recherches dessus, à continuer à suivre cette chaîne parce qu'on en reparlera, c'est sûr. Et en tout cas, bah, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.